Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les actes opératoires. Après le module relatif à l'asepsie et à l'antisepsie, nous allons voir lorsque nous réalisons une intervention chirurgicale, quels sont les principaux actes que nous mettons en place. Donc, au cours d'un acte chirurgical, il y a quatre principales étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la diérèse, qui vient du mot di, qui veut dire deux, et érèse, qui veut dire l'action de couper. Donc la diérèse, c'est l'action de couper. Eh bien, on coupe avec soit la lame de bistouri ou bien on coupe avec la paire de ciseaux. Supposons que vous voulez accéder à la cavité générale en passant par la ligne blanche, c'est une chatte. Eh bien, quand vous allez prendre votre bistouri, vous allez couper la peau sur la ligne blanche, donc vous faites une diérèse. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'exérèse. L'exérèse, c'est le fait d'enlever carrément un organe ou d'enlever carrément une partie qui n'est pas saine. Supposons que vous avez une vache qui a une verrue sur la peau, eh bien, vous pouvez faire l'exérèse de cette verrue après une anesthésie locale. Donc, l'exérèse, c'est le fait d'enlever. Je peux donner aussi un deuxième exemple. Lorsque vous voulez faire une castration sanglante chez un chien, après avoir fait la diérèse de la bourse testiculaire et d'assurer l'hémostase au niveau de l'artère et de la veine testiculaire, vous allez faire l'exérèse du testicule. L'étape numéro 3, c'est ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse, c'est la suture après avoir remis en place les différents organes. Et la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la prothèse, c'est l'action de substituer un organe. Supposons que vous avez un cheval qui a été renversé par un véhicule et qui s'est retrouvé avec un membre antérieur broyé. Eh bien, on peut, après avoir fait une amputation, par exemple au niveau du boulet, on peut lui faire une prothèse du sabot jusqu'au niveau du boulet afin au moins qu'il retrouve ses fonctions. Donc, à ces quatre étapes qui sont la diérèse, l'exérèse, la synthèse et la prothèse, s'ajoute une dernière étape qui a été rajoutée tout récemment par Paré, qui est l'hémostase. L'hémostase consiste à parer à l'hémorragie. L'hémostase consiste à arrêter l'hémorragie afin que le sujet ne se vide pas de son sang. Et on peut faire l'hémostase soit grâce à un nœud d'hémostase ou bien on peut assurer l'hémostase de façon chimique en utilisant de la vitamine K ou de la phytométhadione. À présent, nous allons prendre chacune des étapes et nous allons la développer. La première étape, c'est la diérèse. Donc, comme je le disais, la diérèse, c'est l'action de couper. Elle se fait au moins d'une lame de bistouri ou de paire de ciseaux. Lorsque vous voulez faire une diérèse, supposons que vous êtes sur le flanc gauche où vous voulez réaliser une diérèse dans le cadre d'une ruminotomie, vous allez tendre la peau et puis vous allez couper avec votre lame de bistouri en coupant franchement. Comment tenir votre bistouri? Il y a trois façons pour tenir votre bistouri. Vous pouvez tenir votre bistouri en bic, comme lorsque vous utilisez un bic. Vous pouvez l'utiliser en biseau, en le maintenant entre le gros pouce, l'index et le majeur. Mais vous pouvez aussi le tenir en pleine main. Par exemple, lorsque vous voulez faire une diérèse dans le cadre d'une césarienne, c'est une vache qui est debout. Donc, vous pouvez tenir votre bistouri en pleine main. La deuxième étape, c'est l'exérèse. Eh bien, il y a deux méthodes pour faire une exérèse. Il y a une exérèse au bistouri après hémostase. Supposons que vous voulez faire l'exérèse dans le cadre d'une orchiectomie chez le chien mâle ou chez le chat.
ou vous voulez faire une castration sanglante chez un bouc, après avoir fait l'hémostase sur le cordon testiculaire, vous pouvez utiliser votre bistouri pour faire l'exérèse. Et enfin, il y a la deuxième méthode d'exérèse qui est l'exérèse par l'écrasement. L'exemple que je pourrais donner, c'est lorsque vous voulez faire une orchiectomie chez un chat. Dans ce cas, après avoir dégagé le cordon testiculaire, vous pouvez mettre 2 clamps. Vous ferez votre hémostase sous le premier clamp et vous allez tourner le deuxième clamp jusqu'à écraser le cordon testiculaire. Les 2 membranes internes des vaisseaux, autrement dit les intimats, vont arriver jusqu'à se toucher les unes les autres de telle sorte que l'hémostase va se mettre en place. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la synthèse. Et la synthèse, c'est l'action de suturer. On ne peut pas suturer sans apprendre à faire des nœuds. Donc pour cela, on va commencer à apprendre à faire des nœuds avant de commencer à faire des sutures. Le premier nœud le plus important qu'on fait en chirurgie, c'est le nœud d'hémostase. Son objectif est d'arrêter l'hémorragie. Eh bien, pour faire un nœud d'hémostase, il s'agit de faire un demi-nœud droit de devant, puis un demi-nœud gauche de devant. Il est à distinguer du nœud de Vacher. Le nœud de Vacher est constitué par 2 demi-nœuds droits de devant. Alors que le nœud d'hémostase se resserre au fur et à mesure qu'on tire, eh bien le nœud de Vacher a tendance à s'ouvrir. Mais comme on dit, vaut mieux voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc voilà un exemple de nœud d'hémostase. Le cercle au milieu représente un vaisseau sanguin. Le premier nœud, c'est un demi-nœud droit de devant. Vous voyez le demi-chef sur la droite, il va vers l'avant. Et le deuxième nœud, le demi-chef vers la gauche, il va vers l'avant. Donc c'est un demi-nœud droit de devant plus un demi-nœud gauche de devant, ce qui constitue un nœud d'hémostase. Après le nœud d'hémostase, le deuxième nœud le plus important et le plus fréquemment utilisé, c'est le nœud de chirurgien. Le nœud de chirurgien est composé d'une succession de 3 nœuds. Le premier nœud, c'est le nœud de serrage, le second, c'est le nœud d'appui et le troisième, c'est le nœud de sécurité. Donc, pour faire un nœud de chirurgien, il faut faire 2 demi-nœuds droits de devant, un demi-nœud gauche de devant et puis un demi-nœud droit de devant. Donc, voilà un nœud de chirurgien composé d'un nœud de serrage, un nœud d'appui et un nœud de sécurité. Parlons à présent de la suture. En ce qui concerne la suture, il y a des sutures discontinues et des sutures continues. Les sutures discontinues s'appellent les points simples, alors que la suture continue est appelée le surjet. Parmi les points discontinus, il y a les points simples, les points en nu inversants, les points en nu et versants. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc, sur cette image, voilà la façon dont on fait des points simples. Supposons que vous avez deux lèvres ici qui sont issues d'une diérèse. Avec votre pince porte-aiguille, avec votre aiguille à fil serti, vous allez passer sous la première lèvre et sortir sous la deuxième lèvre. Et puis, vous allez faire un nœud de chirurgien avec les 2 chefs. Ensuite, vous allez couper le fil avec votre ciseau pour reprendre cela. Et à force de faire plusieurs points simples séparés, vous finirez par faire toute la suture. Voilà, donc vous allez mettre votre fil ici sur la première lèvre et puis vous allez sortir au niveau de la deuxième lèvre et puis là-dessus vous ferez un nœud de chirurgien. Après le 7e jour, si vous voulez enlever vos points de suture, vous allez mobiliser le fil pour le tirer vers le haut et puis vous allez utiliser une lame de scalpel ou une paire de ciseaux pointus pour couper le bout. Et en tirant vers le haut, vous allez enlever tous vos points de suture. Parlons à présent du point en nu inversant. Le point en nu inversant est fait lorsque on ne veut pas que les suppurations qui sont à
l'intérieur reviennent à l'extérieur. Donc, on fait en sorte qu'ils restent à l'intérieur. Donc, pour faire un point en nu inversant, vous allez prendre votre fil, votre aiguille, la pince porte-aiguille. Vous allez passer sous les deux lèvres de la plaie pour ressortir en haut. Vous décalez vers l'avant et vous allez ressortir sous les deux lèvres. Ensuite, vous allez faire un nœud de chirurgien et couper le fil. Et c'est ainsi que vous allez faire plusieurs points en nu inversant pour finir votre suture. Le plus souvent, les chirurgies inversants sont réalisés sur les viscères. Je dis bien les chirurgies inversants sont réalisés sur le viscère, comme lorsque vous faites une césarienne ou lorsque vous faites une ruminotomie. Le point en nu inversant. Le point en nu inversant est réalisé lorsque vous ne voulez pas que les suppurations de l'extérieur aillent dans le corps. Par exemple, si vous voulez, on peut les faire sur la peau. Et bien pour cela, avec votre pince porte-aiguille, vous allez passer l'aiguille parallèlement au plan de suture. Une fois que vous ressortez, vous allez traverser les lèvres et puis vous allez passer parallèlement de l'autre côté, parallèlement au plan de suture, et puis vous allez faire votre point, votre nœud de chirurgien. Parlons à présent des chirurgies. Les chirurgies, ce sont les sutures continues. Et il y a 4 types de chirurgies que nous évoquerons aujourd'hui. Le premier chirurgie, c'est le chirurgie bord à bord ou le chirurgie simple. Il faut dire que le chirurgie bord à bord commence toujours par un point de chirurgien, par un point simple, et il va de la gauche vers la droite. Il y a aussi le chirurgie à point passé. Nous allons passer en image pour le voir. Le chirurgie versant et le chirurgie inversant. Donc, comme je le disais l'autre fois, les chirurgies inversants se font sur les viscères internes comme l'utérus lors d'une césarienne, sur l'intestin lorsqu'on fait une entérotomie, entérosynthèse, sur le rumen lorsqu'on fait une ruminotomie. Quant aux chirurgies inversants, ils se font sur la peau. Donc, voilà un chirurgie bord à bord ou un chirurgie simple. Il commence par la gauche, par un nœud simple. Et puis, on passe entre les deux lèvres, on décale. Et puis, on traverse les deux lèvres, on passe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'à la fin, on finit par un nœud de chirurgien. Un nœud simple avec un nœud de chirurgien. Donc, voilà un chirurgie simple ou un chirurgie bord à bord. Voilà le chirurgie à point passé. Lui aussi, il commence par un nœud simple. Et à chaque fois que vous avancez, vous allez faire passer le fil, vous allez faire passer l'aiguille sous le fil, si bien que une certaine tension parallèle à la lèvre sera maintenue, ce qui va assurer une très bonne cicatrisation, autrement dit une cicatrisation de première intention. Vous n'aurez pas de kéloïdes, vous n'aurez pas de cicatrisation de seconde intention. Là, il s'agit d'un chirurgie simple en nu. Il s'agit d'un chirurgie éversant. Ça veut dire que c'est un chirurgie qui se fait sur la peau. Tout naturellement, vous allez commencer par un point simple. Et puis, parallèlement à la lèvre, vous allez piquer pour vous retrouver sous les deux lèvres. Vous passez parallèlement à la lèvre et puis vous piquez pour passer sur les deux lèvres et sortir de l'autre côté. Passez parallèlement à la lèvre et au plan de la plaie. Passez sous les deux lèvres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous allez serrer votre fil de suture, vous verrez que les deux lèvres s'inversent comme si elles s'ouvrent vers l'extérieur. Donc s'il y a des suppurations à l'extérieur, ils n'iront pas dans le conjonctif sous-cutané. Donc là, il s'agit d'un chirurgie éversant que j'ai réalisé personnellement. C'est le même dessin. Le deuxième, c'est le chirurgie inversant. Le chirurgie inversant se fait sur l'utérus. Il se fait sur le rumen. Il se fait
pour les organes internes afin que les suppurations qu'il y a dans le tube digestif ne viennent pas au niveau de la cavité générale. Il commence toujours de la gauche vers la droite. Ça commence par un point simple. Et dans ce cas, vous allez piquer parallèlement à la plaie. Vous ressortez. Et cette fois-ci, vous allez appuyer les deux lèvres de la plaie. Vous allez repasser à l'intérieur des muscles parallèlement au bord de la plaie. Vous allez traverser les deux lèvres de la plaie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, vous aurez un surjet inversant. Il serait important, avant de finir la synthèse, de parler un peu du fil. Il serait important de parler du fil. En effet, lorsque vous faites votre synthèse, le fil doit être électriquement et électrolytiquement neutre. Autrement dit, il ne devrait pas permettre le passage de charge électrique, mais aussi il ne doit pas perdre des ions. Le fil résorbable, il est utilisé surtout pour les organes internes parce que dans les fils, il y a deux types de fils. Il y a des fils résorbables et des fils non résorbables. Les fils résorbables, ils sont utilisés pour les organes internes, c'est d'autant plus qu'ils sont fabriqués à partir des fibres du rumen. Donc, ce sont les fibres de la cravate de Sylvius qui sont utilisées pour synthétiser les catgutes. Quant aux fils non résorbables, ils sont le plus souvent en nylon. Il y a aussi des fils en coton et ils sont utilisés surtout sur la peau. Mais comme ils ne sont pas digérés par les macrophages comme dans le cadre des fils résorbables, vous serez obligé de les retirer à au 7e jour. Là, nous avons plusieurs catégories de fils de suture selon le diamètre. Vous pouvez trouver des numéros 1, des numéros 2, numéro 3, numéro 4 avec des couleurs qui permettent de distinguer les différents types de fils. Il y a du fil avec la couleur violette, ce sont les plus gros, les bleus, les verts, les jaunes, pour des sutures très fines. Et par exemple, lorsque vous voulez faire l'extraction de la cataracte, il serait important d'utiliser des fils pour des tissus fragiles comme les vaisseaux sanguins, les nerfs. Parlons à présent des aiguilles. Une aiguille a trois parties. Il y a la pointe, il y a la manche et puis il y a le talon. Donc la pointe, c'est la partie qui permet de pénétrer les tissus. Au niveau du talon, il y a le plus souvent deux chasses où vous allez enfiler votre fil. Il y a des aiguilles à chasse uniques. Dans ce cas, si pour une raison ou pour une autre, vous cassez votre aiguille, vous aurez beaucoup de difficultés. Mais par contre, il y a des aiguilles avec des chasses de sécurité, de telle sorte que même si ça se casse, vous pouvez utiliser le deuxième. Les aiguilles aussi ont des courbures. C'est ainsi, il y a des aiguilles de courbure 1 quart, 1 demi, 3 quarts. Les aiguilles ont des sections. Elles ont soit des sections circulaires, c'est destiné pour les viscères, c'est moins traumatisant. Et il y a des aiguilles à section triangulaire, dont les angles sont comme des lames. Et ces aiguilles sont utilisées surtout pour la peau, pour les cuirs, parce que il faudrait faciliter la pénétration des aiguilles. Et pour terminer, je dirais qu'il y a des aiguilles serties afin de réduire le traumatisme au passage de l'aiguille et du fil. Autrement dit, les fils et l'aiguille sont... Donc là, c'est une aiguille avec les trois parties. Donc nous avons deux chasses ici. Et c'est une aiguille auto-enfilable. Là, nous avons des aiguilles avec des courbures, un demi. Là, des aiguilles à section circulaire et là, des aiguilles à section triangulaire. Et là, nous avons une aiguille sertie, autrement dit, le fil est
incrusté directement dans l'aiguille, ce qui réduit le traumatisme des tissus. Nous avons parlé de la diérèse, nous avons parlé de l'exérèse, nous avons parlé de la suture. Au cours des sutures, nous avons parlé du nœud d'hémostase, ce qui fait que nous avons parlé de l'hémostase. Il ne reste que la prothèse. Et pour ce qui est des prothèses, le plus souvent, pour des organes tels que les membres, on arrive à trouver aisément des prothèses, mais les prothèses les plus rencontrées, c'est surtout les prothèses de la tête du fémur lors de certaines pathologies comme la dysplasie de la hanche, le chien berger allemand, qui le plus souvent est prédisposé à faire une dysplasie de la hanche. Donc c'est dans ce cadre que vous verrez des prothèses. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif aux différents actes opératoires et nous osons espérer que vous en ferez un bon usage. Une fois de plus, soutenez votre chaîne, partagez, car nous avons la ferme conviction que c'est par l'acquisition de la science, de la technologie, par le travail, par l'application de ces sciences que nous allons transformer l'Afrique en faisant de l'Afrique un continent de savoir. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.